est bon, on est bon. Pour rappel, nous sommes toujours diffusés en direct et vous avez ce soir, à la fin de la 4e table ronde, un live qui est organisé sur lequel il sera possible d'échanger directement. Merci beaucoup. Cette 3e table ronde, le rôle de l'entourage et des aidants auprès des patientes. Nous avons avec nous Anna Bensoussan, vous êtes psychologue, bonjour, et également professeur de yoga, avec un parcours, vous allez pouvoir nous en parler, un peu particulier, orienté directement. Nous avons Sabrina Leroy. Sabrina Leroy, bonjour, vous êtes parent aidante. Sabrina, vous êtes aussi collaboratrice d'Amy et du Lab Amy. Et on vous doit en partie le site EndoBloom, c'est ça, dans sa construction technique. Et Emeline Garcia, vous êtes patiente experte et bénévole chez EndoFrance. C'est bien ça. Je vais vous passer les micros à toutes. Hop, tenez. Et je vais vous proposer, un petit peu comme ce matin, de faire un petit tour de table de chacune d'entre vous. Vous pouvez nous présenter vos parcours un petit peu et puis votre rapport à l'endométriose, comment c'est intervenu et comment ça a modifié vos vies. Je vous en prie si vous voulez commencer. Merci beaucoup. Du coup, moi, j'ai les 3 casquettes. En fait, je suis professionnelle de santé, je suis psychologue et en tant que psychologue, membre du réseau Endo. J'accompagne spécifiquement des personnes qui ont l'endométriose dans le cadre de cours de yoga et je suis aussi patiente. Du coup, j'ai un parcours en fait dans les 3 domaines. Je suis aussi atteinte d'endométriose et l'idée de me spécialiser dans l'accompagnement des personnes atteintes d'endométriose vient du fait que moi j'ai eu besoin de certains accompagnements et que j'ai eu envie de les créer du coup. Et voilà, je parle de mon parcours avec l'endométriose. Comme vous voulez, ou un peu plus tard, je pense qu'on y reviendra aussi un peu naturellement sur votre expérience. Et ben voilà. Très bien. Sabrina ? Alors moi, je suis maman d'une endo-girl, en fait, qui va avoir 15 ans cet été. Et c'est justement en fait, en collaborant sur le projet du site EndoBloom que j'ai découvert que ces douleurs étaient peut-être pas normales et que j'ai creusé. Et on a eu la chance, en fait, en tout cas, de pouvoir avoir un diagnostic qui soit posé assez rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Emeline Garcia ? Oui, bonjour. Donc, je suis bénévole pour l'association EndoFrance. Et j'ai un rôle un petit peu particulier. Je suis patiente partenaire et représentante des usagers. C'est-à-dire que je coordonne et je participe à l'élaboration de programmes d'éducation thérapeutique. Donc je sais qu'on va revenir dessus un petit peu plus tard. Et puis tout ce qui est représentation des usagers, en fait on représente les usagers du système de santé dans leur globalité, c'est-à-dire les droits des patients. Et je suis moi-même atteinte d'endométriose depuis très longtemps. Merci beaucoup en soi. On peut justement repartir de quelques définitions. On en a déjà pas mal parlé ce matin. Éducation thérapeutique du patient, on en entend beaucoup parler. Patient expert, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des définitions pour tout le monde, des définitions grand public, je dirais, ou de manière très concrète, en quoi ça consiste ? Alors le patient partenaire, en fait, il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs noms aussi, patient expert, patient partenaire. C'est un patient qui, par rapport à son vécu, par rapport à sa maladie chronique, a pris suffisamment de recul pour pouvoir aider les autres patients. Donc certains reconnaissent le diplôme et d'autres pas. Donc moi personnellement j'ai passé un certificat universitaire et un diplôme universitaire, mais ils ne sont pas forcément nécessaires pour pouvoir accompagner les autres patients. Après l'éducation thérapeutique, ce sont des ateliers qui sont individuels ou collectifs et qui peuvent être proposés de manière physique ou par visio pour permettre en fait aux patientes de trouver des petits tips qui vont dans leur quotidien, dans leur parcours de santé et dans leur vie quotidienne, de trouver ce qui peut les aider, ce qui peut les soulager. Alors ça peut être des choses techniques, ça peut être par rapport au traitement, ça peut être sur des tas de thèmes, ça dépendra des ateliers qu'on pourra leur proposer. Mais c'est vraiment quelque chose qui est fait pour la patiente en collaboration avec les équipes médicales et des patientes partenaires comme nous. Et alors, le rôle, puisqu'on va parler principalement de l'entourage, des aidants, déjà 2 notions un petit peu différentes, le rôle justement d'un patient expert ou de la démarche d'accompagnement thérapeutique, est-ce qu'elle se porte aussi à destination des aidants ? Oui, alors on peut proposer des ateliers pour les parents ou pour le conjoint parce que la maladie qu'est l'endométriose, c'est une maladie qui est une maladie de couple aussi. Hein, donc on propose aussi des ateliers, ça dépend des établissements. Et
quand on est bénévole pour la personne qui est malade, mais aussi pour l'entourage. On a d'ailleurs notre parrain Thomas qui, lui, c'est sa femme qui est atteinte d'endométriose. Et c'est important qu'on soit là pour les familles parce que c'est une maladie qui touche vraiment le cercle familial et le compagnon quand on est en couple ou la compagne quand on est en couple. Merci beaucoup. On va parler effectivement aussi de cette notion de couple, j'imagine. Peut-être côté Anna Bensoussan, l'approche en soi donc psychologique directement. Une fois que le diagnostic est tombé, qu'on commence à avoir une prise en charge, au moins médicale, quand on est patiente, comment on en parle? Généralement, quels sont les réflexes? Est-ce qu'il est facile d'en parler? Alors ça dépend beaucoup à la fois du parcours des personnes et des personnes à qui elles s'adressent. En fait, le diagnostic, ça dépend aussi du parcours avec le diagnostic. Ça dépend du temps d'errance qu'il y a eu avant d'avoir un diagnostic d'endométriose. Souvent, les personnes ont souffert longtemps sans avoir de mots sur ce qui leur arrivait et ont pu avoir beaucoup de remise en question de ce qu'elles vivaient et que du coup, après, c'est compliqué, une fois qu'on a le mot, de revenir vers les personnes pour dire « Ah bah non, en fait, c'était pas dans ma tête, c'est pas inventé, j'ai un diagnostic, etc. » Et bon, c'est très personnel. Et après, ça dépend aussi des contextes. C'est pas forcément la même chose d'en parler en relation romantique ou en famille ou au travail. Oui, ça présente des difficultés particulières à chaque fois, quoi. Et est-ce qu'on aborde justement l'endométriose comme on peut aborder d'autres pathologies? Il y a la notion de l'intime, effectivement, il y a ce rapport à la douleur, il y a cette image, on en a parlé ce matin, de un peu maladie somatique par moment. Est-ce qu'on en parle pareillement, vous, de votre expérience? Non, c'est sûr qu'il y a un tabou autour de la question des règles. Il y a toujours l'impression enfin, pas toujours, mais il peut y avoir l'impression de dire quelque chose qui est censé être caché. Quand on dit qu'on a mal de l'endométriose, on parle, dans la tête de beaucoup de monde, on parle de ces règles et du coup on parle de quelque chose qui est privé. Et puis il y a souvent aussi de la honte. En fait, on a beaucoup de honte autour des corps féminins et autour des menstruations. Et oui, du coup, il y a quelque chose d'intime et de difficile à évoquer, quoi. Alors justement, Sabrina, vous parliez de la découverte pour votre fille. Vous l'avez accompagnée au travers des rendez-vous médicaux, vous l'avez soutenue. Est-ce qu'elle est venue vous parler ou est-ce que c'est l'approche médicale, quelque part, qui vous a positionné? Alors moi forcément, je l'ai accompagnée parce qu'elle est très jeune. Donc en tant que parent aidant, là, je prends en charge ses rendez-vous, je suis avec elle. Mais c'est quand même une patiente. Elle doit consentir en fait à échanger avec les professionnels. Il faut que ça se passe bien aussi parce qu'elle a besoin d'être en confiance. Elle ne peut pas faire tous les examens médicaux, vu son âge, que d'autres peuvent faire. Donc moi forcément, je vais gérer toute la partie prise en charge des rendez-vous et puis surveiller son traitement parce que maintenant elle a un traitement. C'est pas simple à 14 ans d'avoir un traitement qu'il faut prendre tous les jours, d'y penser, enfin quand on est en vacances ou autre. Enfin donc moi je vais l'accompagner comme ça. Et puis je trouve que, enfin effectivement, on a eu de la chance. Enfin c'est une patiente experte, Pauline, qui est ici, en fait, qui m'a un peu accompagnée aussi à essayer de creuser en fait. Parce que c'était des douleurs qui n'étaient pas normales. Moi, j'ai vu ma fille qui manquait de s'évanouir, en fait. Et c'est comme ça qu'on a cheminé petit à petit. Mais je trouve, en fait, que c'est pas évident à cet âge-là. Et c'est pas évident aussi, alors, de par la douleur, de par l'impact de la douleur, le fait de ne pas pouvoir aller à l'école, enfin... ce qui génère beaucoup de stress, mais aussi l'entourage. En fait, il y a encore beaucoup de croyances en fait sur l'endométriose. Je sais qu'il y a des camarades en fait qui, par le principe qu'on peut pas avoir mal comme ça quand on a ses règles. Enfin, et ça, je pense que c'est pas simple pour les patientes. Et c'est là où nous, on a, en tant que parents aidants, en tout cas en tant qu'aidants et dans l'entourage, on a un rôle à jouer parce qu'on doit les écouter. Parce que ce qu'elles disent et ce qu'elles vivent, c'est vrai. Et
voilà, et je pense que c'est déjà un premier pas. Et en lien justement avec la précédente table ronde, est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de faire le lien, d'expliquer, de devoir expliquer aux profs, au personnel éducatif, voire à des copains, des amis? Est-ce que vous rentrez quelque part dans ce rôle-là? Alors, on parle pas facilement avec les enseignants. C'est pas évident au collège. Moi, j'ai eu cette chance, en fait, je pense que sa professeure principale, donc l'année dernière, et aussi l'enseignante en fait qui gérait en fait l'enseignante référente de 4e, ont été très à l'écoute. Elles ont pris des nouvelles et on a pu en fait mettre en place avec l'établissement assez vite quand même des choses. Je pense que j'ai eu de la chance d'avoir en fait et des enseignants et aussi le conseiller principal d'éducation qui étaient vraiment très ouverts, assez sensibilisés. Mais c'est vrai que ça s'est fait petit à petit parce que forcément il y avait de l'absentéisme. Et quel conseil vous donneriez là à un parent qui apprend effectivement que sa fille est atteinte d'endométriose? On se retourne vers quoi? Vers les assos dans un premier temps pour être accompagné? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher soi-même l'information? Alors, moi, je pense que justement, les associations, elles ont un rôle à jouer. Moi, dans mon cas, comme j'ai un autre enfant qui a un handicap invisible, je pense que j'avais un peu l'expérience d'aller taper à toutes les portes pour obtenir des rendez-vous. Je le disais, en fait, quand vous me sortez par la porte, je rentre par la fenêtre en tant que maman. Donc, je pense en fait que c'est surtout, je pense que oui, il faut se faire accompagner et en fait, il faut être assez tenace et obstiné et pas se décourager. Et moi, je trouve que les meilleurs conseils qu'on m'a donnés, c'est ceux de Pauline, en fait. Je pense que les patients, en fait, qui ont une vraie expertise dans la maladie, dans les traitements, ils ont une écoute particulière. Et moi, tous les tips qu'elle m'a donnés, j'ai pu en fait les proposer à ma fille. Et après, c'est elle qui décide. Si je peux. Bien sûr. Oui, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé. J'organise du coup des groupes de yoga ou des groupes de parole entre personnes atteintes d'endométriose. Et vraiment, en fait, quand on est ensemble, on se retrouve avec nos expertises personnelles de la maladie et avec toutes les expertises de tous les médecins qu'on a vus. Au final, pas exactement la même que des médecins, mais en fait, on a consulté tellement de médecins, tellement de soignants, on s'est tellement renseigné qu'on on fait un congrès en fait entre 10 personnes et on a des richesses d'informations et de conseils qui sont assez impressionnantes. Moi aussi, je continue d'apprendre à chaque fois que j'organise ces groupes-là, quoi. C'est un petit peu ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire plein de formes, une forme différente par personne de maladie, d'approche, mais une multitude de conseils pour s'aider et se repérer, de l'intérêt effectivement d'œuvrer aussi collectivement. Emeline Garcia, vous, dans votre parcours personnel directement, comment vous en avez parlé à vos proches et sur quelle temporalité? C'est-à-dire, est-ce qu'on en parle rapidement, facilement, pas d'une manière générale, ou est-ce qu'on y va cercle par cercle en fonction d'une proximité ou pas du tout? Alors déjà, je vais rebondir sur ce qui a été dit précédemment, parce que c'est de là aussi qu'est la richesse des programmes d'éducation thérapeutique quand on les fait en groupe. En fait, les patientes peuvent échanger entre elles. Nous, en tant que patientes partenaires, du coup, on est là avec notre expérience, donc on peut les aider, ça libère la parole. Et on a aussi les médecins qui sont sur place qui peuvent apporter des fois des réponses médicales que nous, patientes, nous n'avons pas. Donc c'est ça qui est sympa par rapport au programme de TP. Par rapport à mon expérience perso, j'ai un parcours assez atypique. J'ai été réglée très jeune. J'avais 9 ans et demi. J'ai été opérée la première fois, j'avais 14 ans. Et dans les années 90, on ne connaissait pas l'endométriose. Elle a été diagnostiquée 20 ans plus tard. Donc je suis restée pendant 20 ans. Excusez-moi, à souffrir et à ne pas me plaindre parce que j'ai d'autres maladies chroniques et je savais qu'il ne fallait pas se plaindre. Donc j'allais à l'école avec mes hémorragies. On se moquait de moi parce que je saignais, je m'étais tachée. Et du coup, après, quand vous en parlez, on vous dit mais c'est quoi l'endométriose? Parce que quand je l'ai su, moi, c'était il y a... Mon fils, il va avoir 14 ou 15 ans.
Je l'ai su avant d'avoir Thomas, donc ça doit faire à peu près 15 ans que j'ai appris que j'avais l'endométriose. Et à l'époque, on n'en parlait pas comme maintenant. Donc c'est pareil, quand j'en ai parlé, on m'a dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» En fait, les gens ne réalisaient pas que c'était une vraie maladie, que c'était une maladie gynécologique. Ça a flingué ma vie de couple. Mes enfants en ont pâti aussi, ma famille. Et moi, je n'ai pas de problème pour ça, pour en parler, parce que c'est tellement, tellement, tellement important. Et je me dis que ce que j'ai vécu, c'est pour ça que je suis très impliquée. Je ne veux pas que d'autres femmes aient à le vivre parce qu'on se sent seul, on se sent démuni. Pour les parents aussi, c'est compliqué parce que je pense que j'en ai jamais parlé avec ma maman. Mais je pense que pour mes parents, ça a dû être très compliqué de voir leur fille se traîner, de voir leur fille se faire opérer la première fois à 14 ans, de ne pas comprendre pourquoi elle se faisait opérer, pourquoi à 14 ans on est obligé de lui retirer un ovaire. Maintenant, on a fait des progrès au niveau du dépistage. On a fait des progrès au niveau des traitements. Alors, on ne la soigne pas, on ne la guérit pas, c'est vrai, mais on a de quoi soulager maintenant les patientes. On n'opère plus systématiquement. Avant, ces choses qu'on faisait avant, quand vous aviez mal, eh bien, on vous opérait, on ne cherchait pas à comprendre. Et une intervention, ça peut laisser des séquelles graves. Et je pense que là, le fait qu'on libère la parole, qu'on discute entre nous, qu'on échange nos points de vue et qu'on ait comme ça des événements qui puissent sensibiliser le public, je crois que c'est primordial parce qu'il y a encore trop de gens qui ne connaissent pas bien cette maladie. Nous, en tant qu'association, on est sur tous les terrains, on est auprès des gens, du public. Moi, mon rôle de patient partenaire, j'interviens auprès des professionnels de santé notamment. J'interviens aussi dans les collèges, j'interviens dans la formation des futurs professionnels de santé. Et on voit qu'encore, même dans les écoles de médecine ou dans les écoles d'infirmières, eh bien, même s'il y a un petit chapitre sur l'endométriose, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Et le combat, eh bien, il faut qu'on continue à le mener parce qu'on n'est pas encore arrivé, quoi. Merci beaucoup. Sur le côté justement aide et soutien psychologique important, est-ce que Anna Bensoussan, vous estimez que les psychologues sont bien insérés dans le parcours de soins? On a parlé beaucoup ce matin de la sphère médicale, des avancées, des progrès même à venir. Il va peut-être falloir se poser la question sur les nouveaux traitements. Chaque fois qu'un nouveau traitement arrive, il génère beaucoup d'espoir. Ça ne convient pas à tout le monde. Ça peut aussi mettre une forme de distance. On l'a vu sur d'autres pathologies. Associer la psychologie, on parle de libérer la parole. Est-ce que pour vous, c'est suffisant actuellement? Est-ce que les psychologues sont suffisamment insérés dans ce dispositif un peu global? Je pense que c'est, encore une fois, une question un peu complexe parce que souvent les personnes entendent, avant d'être diagnostiquées, que leurs problèmes sont dans leur tête et que c'est psychologique. Et du coup, une fois qu'on a le diagnostic et qu'on sait qu'il y a quelque chose de somatique, c'est très dur de refaire le parcours, de se dire « Ah, je vais aller voir un psy ». Ce qui peut aider considérablement parce qu'il y a un impact psychologique de la maladie, un impact aussi de ne pas avoir eu d'informations plus tôt. Mais souvent aussi avec des parcours de soins qui sont très chers, qui prennent beaucoup de temps, etc. C'est pas évident d'inclure la psychologie, vous me direz ce que vous en pensez, hein, d'inclure la psychologie dans le parcours, quoi. Après, c'est souvent recommandé, on parle de diminuer le stress, on parle de se faire accompagner soit individuellement, soit en couple, soit en famille, etc. Mais je pense que c'est pas un premier réflexe, forcément. Sur une approche un peu pluridisciplinaire, on a du mal à construire, sur lequel la psychologie serait peut-être le dernier levier qu'on penserait à activer. Sabrina, vous, c'est quelque chose qui vous paraît faisable, réaliste? Alors moi, je trouve que c'est essentiel parce que c'est une maladie qui est épuisante. Parce qu'il y a douleur, il faut l'endurer, il faut entourer de tout le reste, en fait, c'est-à-dire ça peut être la réaction des gens. Moi, je voyais dans le cas de ma fille, mais je pense que ça doit être le cas d'autres personnes, quand on a mal et qu'on ne peut pas bouger, en fait, on ne peut pas aller en cours, on ne peut pas aller travailler. Alors, quand on a des cours, en fait, ça veut dire qu'on doit les rattraper. Donc la semaine de retour en fait au collège, c'est double peine parce qu'on a été épuisé par la semaine de règles et donc il faut encore plus d'énergie pour récupérer. Donc je trouve que mentalement c'est essentiel et puis on en a et en tant que parent aussi. Enfin, je pense en tant que parent on en a besoin parce qu'il faut. Il y a aussi une part de questions. C'est pas, et il peut y avoir des doutes.
Et donc c'est bien, je trouve, de pouvoir libérer nous aussi la parole et de se faire accompagner. Après, est-ce que c'est facile? Je ne trouve pas, parce qu'il faut trouver déjà un spécialiste. C'est pas simple. En fait, il faut trouver un spécialiste. Les délais sont parfois longs. Et puis, ça ne matche pas toujours. Enfin, c'est très fin comme approche. Si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Donc, il faut en retrouver un. Donc, ce n'est pas évident. La grande question des aidants, hein, on sait avec le développement des maladies chroniques dans nos sociétés, on sera tous impactés soi-même par une maladie chronique ou par un proche, et donc on devient aidant, va être une question avec le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques qui va augmenter, sur lequel on n'est pas véritablement prêt, et notamment cette question d'être aidant et de demander de l'aide. Il y a des journées des aidants qui commencent à se mettre en place. Sur un point de vue même professionnel, on imagine que ça impose un calendrier différent, un rythme aussi différent. On en parlait sur la seconde table ronde, de concilier vie professionnelle, vie d'étudiant et endométriose. Là, c'est pareil pour vous, ça nécessite de devoir s'adapter parfois, de prendre des rendez-vous, de décaler, des choses peut-être un peu complexes. Moi, j'accompagne ma fille et c'est vrai que les rendez-vous, c'est forcément en pleine journée, donc je les prends tard. Et si je peux pas, ça m'est déjà arrivé de poser des demi-journées de congé pour l'accompagner. Après, moi, j'en ai parlé à mon manager, enfin à mes managers, parce qu'on a une relation de confiance et je trouvais que c'était important. Parce que je vivais l'année dernière, j'ai pas vécu les choses. Enfin, j'ai pas vécu une année aussi fluide, on va dire, que les années d'avant. Donc, je pense qu'il faut, je pense que c'est bien d'en parler. Après, on s'organise. Enfin, mais je pense que c'est aussi important que, si on peut le faire, évidemment, de pouvoir dire que voilà, on vit des choses qui sont pas forcément hyper évidentes. Après, par contre, je trouve que quand on est parent aidant, on devient vite pugnace aussi, surtout pour prendre des rendez-vous. Et donc, ça développe d'autres compétences qui peuvent servir dans le milieu professionnel. Et voilà. Merci. Si on resserre un tout petit peu plus cette fois-ci, si on va sur le couple, on est forcément sur une maladie qui va aller là-dessus. Vous, lorsque vous recevez, Anna Bensoussan, des patientes là-dessus, le rapport à l'autre, à l'intime en soi, on l'a dit ce matin, assez souvent, l'endométriose, plutôt jeune, on peut avoir cette idée d'infertilité, mais entre ça et le quotidien, énormément de choses. Les relations intimes aussi sont des questions qui reviennent assez souvent. Cette culpabilité, peut-être, que certaines peuvent avoir, l'impuissance peut-être aussi de leur partenaire, parfois. Oui, ça arrive souvent qu'il y ait des questions de culpabilité, de honte autour de la sexualité, autour de l'infertilité. Ça peut créer des tensions au sein du couple. Ça peut aussi, comme beaucoup de choses, ça peut aussi rapprocher les personnes de chercher des solutions autres. Du côté de la sexualité, il y a plein de choses à réinventer. Du côté de l'infertilité, c'est un gros défi à rencontrer ensemble, quoi. Il y a chez les patientes souvent quelque chose, et c'est pas que dans le couple, c'est aussi par rapport au travail, etc., de se sentir moins que, la honte de ne pas pouvoir faire tout comme tout le monde peut faire, qui peut être compliqué à gérer. Après, ça s'accompagne. Il y a vraiment une question de reconstruire un rapport plus doux à soi-même, de faire avec les capacités qu'on a, et ça peut se faire aussi en couple. Moi, je reçois aussi des thérapies de couple, et ça arrive que du coup ça rapproche les personnes de voir comment faire autrement ensemble, quoi. Il y avait une phrase effectivement dans je lisais un article hier où on disait on se rééduque ensemble à s'aimer un petit peu, à condition bien évidemment d'en parler. On a parlé aussi du retard ce matin un petit peu, de l'éloignement sur cette question, notamment des garçons, des hommes et des jeunes hommes sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement de plus dans leur éducation, dans l'éducation globale, générale, pas que, mais pour les mobiliser sur la question de la santé de la femme, générale? Est-ce que ouvrir le dialogue avec eux est possible? Et si oui, de quelle façon? Il y a des choses qui ont été dites ce matin, par exemple, de faire l'éducation
à tous les corps devant tous les enfants, que ce soit parce que souvent encore on sépare les corps masculins pour les garçons et les corps féminins pour les filles, de parler d'endométriose et puis de plein d'autres choses qui concernent les corps féminins devant les garçons, ça peut aussi aider à les impliquer. En général, d'avoir une éducation plus féministe, plus positive sur le rapport au corps et au consentement et aux diversités en général, il y a des choses à faire, c'est sûr. Oui. Et vous, Emeline Garcia, notamment dans votre travail pour Endo-France, quels conseils vous donnez généralement à des patientes qui viennent de découvrir leur endométriose pour apprendre à en parler, notamment dans la sphère de l'intime ? Alors après, il y a plusieurs choses. Souvent, quand elles nous contactent, c'est par message privé. Donc là, on va prendre au cas par cas. On va essayer d'écouter la patiente pour voir comment on peut essayer de l'orienter, alors soit vers un psychologue, soit de l'aider à trouver les mots pour parler à son partenaire. Et puis, on fait ça aussi sur les programmes d'éducation thérapeutique. On a des ateliers sexo qui sont animés par des sexologues. Certains ateliers, on les propose que la patiente, et puis d'autres où on les proposera en couple pour essayer un petit peu de faire en sorte que ce soit plus un tabou, qu'on puisse libérer la parole. Et puis on intervient aussi dans les collèges pour sensibiliser un petit peu, parce qu'on sait que maintenant que l'endométriose, elle peut toucher dès les premières règles, et donc plus elle est détectée tôt, plus c'est important. Donc on va aller en parler, et c'est vrai que c'est pas rare qu'on ait des jeunes garçons qui viennent voir en disant ma soeur, ma copine, ma maman. Et donc du coup, ils commencent à s'intéresser à ça aussi, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont aussi impactés, même en étant jeunes, par cette maladie-là. Donc c'est une communication qu'on fait de tous les instants, et dans quelle que soit la catégorie d'âge, quelle que soit, on est toujours là à essayer de communiquer pour informer et rassurer. Et le dialogue, de toute façon, il est super important, parce que si on ne parle pas à son partenaire, il ne peut pas deviner forcément qu'on a des douleurs. Et de se murer dans le silence, ce n'est pas toujours la solution, parce que souvent, comme le conjoint ne comprend pas, il ne va pas pouvoir s'adapter. Donc voilà, d'inciter au dialogue. Et c'est encore là aussi, on en revient à dire qu'il y a encore du travail et beaucoup de choses à faire. Mais un constat extrêmement intéressant que vous dressez toutes, qui est de dire il faut en parler jeune, adolescent, alors qu'on a plutôt cette crainte au moment de l'adolescence, et notamment quand on est parent, d'aborder les questions d'intime, de sexualité, de vie affective, mais au contraire en parler de manière globale et large, et notamment au collège. Passer les premiers ricanements qu'il peut y avoir, c'est la possibilité en soi de mobiliser tout ce collectif, garçons compris. C'est ça. Et vous avez plutôt des bons accueils oui. Là-dessus, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir. Non, on a des super bons accueils. Et puis alors, donc il y a d'abord les échanges de groupe qui se font comme ça, où tout le monde participe. Et puis après, on sera un petit peu disponible. Comme ça, s'il y a des élèves qui veulent venir nous parler, que ce soit pour eux-mêmes ou pour quelqu'un de leur entourage, on reste là accessible. Et c'est vrai que souvent, il y a des gens qui viennent nous voir, enfin des jeunes qui viennent nous voir en nous disant, je vous dis, parfois c'est des filles elles-mêmes qui viennent pour elles-mêmes. Des fois, c'est pour comprendre, parce que justement, elles avaient leurs collègues qui se tordaient, elles avaient tendance un peu à se moquer, elles n'avaient pas réalisé que cette maladie était réelle et que leur copine souffrait vraiment. Donc là, du coup, elles culpabilisent un petit peu en disant on ne s'était pas rendu compte que la copine, elle était vraiment malade. Et des fois, c'est le petit copain, ou des fois, c'est un jeune homme dont la sœur souffre, parce que des fois, il va taquiner un peu sa sœur en disant que tu te traînes un peu trop. Et puis de se rendre compte que sa sœur, finalement, elle est fatiguée aussi. Et du coup, c'est lui qui va faire remonter aux parents en disant tiens, papa, maman, aujourd'hui, on a eu une sensibilisation. Et ce qu'elle a, ma sœur, voilà, c'est pas anodin, elle est vraiment malade, il faut peut-être faire quelque chose. Ces douleurs sont pas normales. Donc c'est super important de le faire, et c'est très intéressant d'intervenir dans les collèges et dans les lycées, et on le fait de plus en plus, et j'espère qu'on sera invité par les établissements à intervenir encore plus. Avec un besoin effectivement d'avoir des moyens, puisque plus la chose va se connaître, se savoir, plus on a besoin de moyens. On sait que les services d'infirmières scolaires et même en université sont quand même relativement limités. L'accès au psychologue est aussi relativement compliqué, encore plus pour un public assez jeune. Est-ce que vous avez, vous, Anna Bensoussan, des conseils peut-être sur comment se retourner, vers qui se retourner pour parler assez simplement? C'est pas facile de passer la porte d'un psychologue libéral, et quand on est parent à la fois ou en couple, et plus encore quand on est jeune. Est-ce qu'il y a des structures que vous recommanderiez ?
Des structures où ce serait plus facile. En fait, ce qu'il faudrait, c'est plus de financement pour l'accompagnement psy public. Là, on en manque, et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attentes pour avoir accès à un soin qui soit pas cher ou gratuit. C'est rare que ce soit pour cette année, quoi. En général, il faut attendre très longtemps. C'est pour ça que les associations de patientes, c'est très important. Ce ne sera pas vers le psy, ce sera plus entre personnes concernées où on pourra parler. Et après, pour trouver des psys qui seraient formés, on peut aller sur le réseau par exemple, le réseau des professionnels de l'endométriose. Ça peut être pas mal aussi d'aller voir sur les listes de soignants féministes qui seront au moins un petit peu sensibilisés à pas implémenter la honte du corps, etc. Parce qu'il y a ces questions-là. Il y a des listes comme Ginenco. Il y a une liste qui s'appelle PsySafe inclusif, sur laquelle je suis, qui est au moins... Enfin, c'est que des psys qui sont sensibilisés aux questions des oppressions. Et du coup, ça fait au moins un filet de sécurité où on se dit, ok, ces psys-là, au moins, ils ont réfléchi à qu'est-ce que ça peut être de vivre avec une oppression systémique, parce que le fait d'avoir un corps atypique, de pas être exactement comme toutes les personnes valides, ça fait qu'il y a des frictions avec la société, et que c'est intéressant d'avoir des psys qui sont sensibilisés à ça. En termes d'institutions, je vous avoue que j'ai pas de conseils, à part de voter pour des gens qui financent mieux la santé, quoi. Mais c'est pas pour l'immédiat, quoi. Les BAPU qu'on connaît en université, débordés généralement, donc pas les moyens, les annonces du gouvernement d'avoir des consultations en médecine libérale très dures. Ouais. Et alors former les professionnels de santé de premier recours. On avait la chance ce matin d'avoir des médecins généralistes. Enfin, on va avoir un médecin généraliste et on avait un gynéco, une sage-femme. Les sensibiliser beaucoup plus, puisqu'ils le disaient eux-mêmes, sont impliqués, mais les sensibiliser beaucoup plus à l'écoute en soi et à l'ouverture un petit peu sur cette écoute-là. Comment on fait passer le message, à part par de l'associatif et des journées comme celle-ci ? Moi, je rêverais d'une formation plus approfondie au psychotrauma pour les soignants, et en particulier pour les médecins. Moi, souvent, dans les groupes que j'organise, il y a un aspect de traumatisme lié aux violences médicales, parce que en fait, les gens ne sont pas formés, sont pressés, sont surbookés, etc. Et parfois sont violents. Et que du coup, en fait, sur le problème de l'endométriose se rajoute le problème des violences médicales qui crée un stress chronique, qui crée plus d'inflammation, qui crée plus de symptômes. En fait, il y a un cercle vicieux. Et beaucoup de soignants gagneraient à se former à ces sujets-là, parce qu'ils voudraient faire mieux, mais c'est juste qu'ils n'ont pas les informations sur les façons dont leurs actions ou leurs paroles peuvent avoir un impact vraiment négatif. Alors, il faudrait faire ça. Plus de formation au psychotrauma et à l'écoute. C'est en cours ? C'est en cours. Alors en fait, là, par rapport au nouveau plan du gouvernement, donc il y a les filières qui se sont mises en place. Là, en PACA, on a la filière Endo Sud. Donc on est en train un petit peu de coordonner les choses. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de mal parce que on essaye de recruter des gens qui acceptent de se former. Je parle des généralistes, je parle des libéraux, pour pouvoir faire le relais avec les spécialistes. Parce qu'en général, c'est vrai que les spécialistes, ce sont des chirurgiens qui vont vous opérer quand vous avez déjà certaines lésions. Mais on essaye de mettre les choses en place. Alors ça va prendre du temps parce qu'on est au démarrage de la filière en PACA. Mais ça commence petit à petit à bouger. Et donc, si vous connaissez des gens qui soient sensibilisés à la cause de l'endométriose, que ce soit des kinés, des psys, des généralistes, eh ben, n'hésitez pas à les orienter vers la filière pour qu'on puisse les insérer dans l'annuaire et qu'après on puisse faire le lien avec les patientes, parce que du coup le but ça va être que les patientes puissent après avoir un annuaire, savoir qui elles puissent aller consulter pour telle ou telle problématique de leur pathologie. Donc ça bouge. C'est pas encore, j'allais dire, le top du top, mais ça commence à se mettre en place. Super. Oui, non, je dis juste que c'est super. Et du coup, l'idée, ce serait de les former à une meilleure écoute, de les former au trauma. En fait, de les former par rapport à l'endométriose, parce que souvent, les traumas, ils viennent du fait que, comme ils ne connaissent pas la maladie, forcément, ils ne vont pas bien accompagner la patiente. Par rapport aux douleurs, ils ne vont pas proposer des protocoles adaptés, ils ne vont peut-être pas les orienter vers les bons spécialistes. Et donc là, c'est vraiment de créer le lien et de coordonner, de savoir qui fait quoi, vers qui orienter la patiente. Est-ce qu'on l'oriente vers une sage-femme? Est-ce qu'on l'oriente vers un généraliste, un kiné? Voilà, comment on fait les choses. Donc, c'est encore un peu... on est au début, hein, donc on est au bal
balbutiement de la filière, mais ça commence tout doucement. Voilà. Dans les espoirs à avoir sur une situation qui est même négative en général sur la médecine en France, sur le nombre de professionnels de santé globalement et la situation des structures de santé, c'est qu'on pousse de plus en plus à la coordination, en regroupement. On a de moins en moins de professionnels de santé, plus de 60% qui sont en âge de partir à la retraite, par exemple sur de la médecine générale, et on va pour le coup essayer d'avoir des outils comme les CPTS, les communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé, si je dis pas de bêtises, sur lesquels vous allez avoir différentes structures médicales et non médicales qui vont pouvoir agir. Il faut pouvoir effectivement diffuser cette information-là. Et là, on retrouve le rôle du patient expert, la reconnaissance du statut de patient expert. On pouvait peut-être en dire 2 mots en France, son insertion dans le système de santé, de la manière dont ça peut, on le voit depuis ce matin, faire bouger les choses. Alors oui, notre rôle, enfin moi j'ai une double casquette, donc j'ai le rôle du patient partenaire et le rôle du représentant des usagers qui ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Le patient partenaire, je vais vraiment faire le lien entre les équipes médicales et les patientes. Donc, comment dire, j'ai le cul un petit peu entre 2 chaises pour un peu tirer la sonnette d'alarme quand les médecins sont un petit peu trop, j'allais dire, dans leur bulle à eux. Et puis après, là où vraiment on fait des choses, j'allais dire, un petit peu plus concrète dans le sens administratif, c'est mon rôle de représentant des usagers parce que j'ai participé au PRS pour tout ce qui était santé de la femme et de l'enfant. J'ai participé avec le CRES-PACA à la recommandation, à la rédaction en fait par rapport à l'éducation thérapeutique d'un référentiel. Là, j'ai participé à la demande de la HAS aux recommandations de bonnes pratiques par rapport à la douleur. Et donc, si vous voulez, en fait, quand ils participent à ce genre de choses-là, les équipes médicales, ils vont faire leur truc avec leur pensée de médecin, de soignant. Et ils ne vont pas forcément inclure le point de vue de la patiente. Et donc, nous, quand on participe à ces choses-là, c'est de sonner un petit peu l'alarme en disant attention, là, vous êtes trop dans le médical, mais vous n'avez pas le point de vue de la patiente. Quand vous rédigez votre protocole, il faut vraiment tenir compte de ça, ça, ça et ça. Et donc, voilà, on a ce truc-là d'être inclus. Maintenant, ça se fait de plus en plus. On est très sollicité. Et c'est même une obligation en fait dans certaines institutions. Le fait d'avoir un représentant des usagers, ça devient obligatoire. Donc c'est que les choses bougent. Et pareil pour le patient partenaire, en fait, on sait d'après les études qui ont été menées qu'il y a beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique qui voient le jour pour quelle que soit la maladie chronique, mais que le programme d'éducation thérapeutique il va beaucoup mieux fonctionner si au sein du groupe on a au moins un patient partenaire, un patient expert. Voilà, on essaie de quelque part de rapprocher le monde médical et le monde aussi administratif et une forme de réalité de terrain. Vous parliez donc le PRS, le programme régional de santé, qui est la déclinaison un petit peu de la politique santé très très large, qui va toucher absolument tous les champs de la santé. Ça va de la santé environnementale à la lutte contre les cancers, les perturbateurs endocriniens. Là, justement, sur ces annonces un petit peu du gouvernement, vous êtes-vous sensibilisé ? On en parlé beaucoup ces derniers temps, et le politique en a parlé de l'endométriose. Vous, avec votre regard d'accompagnant, d'une manière générale, ou de personnes touchées par la maladie, vous en attendez beaucoup, vous êtes plutôt déçu sur un point de vue et personnel et systémique. Ce sont des choses que vous attendez ? Alors, entre ce qui est annoncé et ce qui se fait, il y a toujours, on vous promet toujours monts et merveilles, mais je pense que critiquer ou dire que ça n'avance pas, c'est pas la solution. Je pense que si on veut que les choses bougent, je pense qu'il faut qu'on participe, qu'on soit acteur finalement de ces choses qui commencent un petit peu à bouger. Et c'est pour ça qu'on s'investit en tant que bénévole, parce que effectivement, alors cette année, je me suis un petit peu détachée, mais l'année dernière, il faut quand même savoir que j'ai passé quand même quasiment un mi-temps à me consacrer au bénévolat et aux actions pour pouvoir faire en sorte que les choses bougent. Donc oui, ça bouge, mais pour ça, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'on ait des bénévoles, il faut qu'on ait des moyens. Et c'est encore trop insuffisant. Alors ça se fait, hein, mais plus on sera nombreux et nombreuses, et plus on mettra les mains dans le cambouis, et plus on pourra faire bouger les choses. Donc ça bouge, mais ça ne bougera pas tout seul. Et Sabrina, une envie peut-être plus tard d'aller sur du bénévolat, d'aller quelque part sur de l'aide ou du simple relais, c'est quelque chose... Vous avez rencontré justement ce monde associatif, vous avez rencontré Pauline, mais pas encore ?
Non, pas du tout. Moi, c'est vrai que j'ai pu compter sur l'expérience de Pauline. Non, moi, ça serait. Je pense que c'est important, en fait. Je vous rejoins. C'est important d'intervenir dans les collèges, honnêtement. Alors, de mon point de vue de maman, je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention qui sont faites dans les collèges. Vraiment. On entend. Et donc, c'est toujours pareil. C'est si vous avez en fait des parents qui vont être, qui vont faire un peu de prévention ou qui vont parler, en fait, forcément, l'information va passer. Mais c'est pas le cas de tous les parents. Il faut aussi avoir le temps. Et puis, je pense que c'est hyper important, en fait, qu'au collège, en fait, ils puissent s'approprier ensemble, en fait, certains sujets. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui devrait se développer, en fait. Merci beaucoup. On va pouvoir passer, je pense, aux questions en salle et également en direct. Voilà, si vous avez une question, vous pouvez lever la main et on vous apportera un micro. On a une question au premier rang. Le micro, lui, est tout au fond. Il arrive. Ça va bien se passer. Merci. Bonjour. Je suis autiste, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal aussi. Déjà, je voulais parler à Pardon, je vais chialer. À Emeline Garcia parce que je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle a expliqué de... Prenez votre temps, pas de problème. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie, en fait, parce que j'ai pas été accompagnée à l'école, rien du tout. On m'a laissé vraiment pourrir au fond de la classe avec mes douleurs. Et à mes 15 ans, j'ai commencé à avoir mes règles et c'était direct des douleurs horribles. Et on me donnait que du Lamaline. Donc à 15 ans, on devient accro. Après ça, on m'a donné du Codoliprane. Bien sûr aussi, je suis devenue accro. Donc du coup, il y a eu un gros sevrage aussi là-dessus. J'ai que pu aller à mes 20 ans voir une gynécologue parce que je ne savais pas ce que j'avais ou ce qui se passait. Et même là, actuellement, j'ai raté mes études. Je n'ai été nulle part. Heureusement que j'ai voulu faire du tatouage parce que c'est que comme ça que j'ai réussi à me dire que je pouvais aider d'autres personnes à travers le tatouage, à travers les traumas ou autres, à travers le dessin. Désolée. Et je voulais aussi surtout que... J'aimerais que aussi pendant les collèges ou quoi, ou dans les lycées, il soit important aussi de montrer... Pardon, faut que je respire. Je trouve qu'il y a besoin aussi d'un accompagnement au niveau des gynécologues qui est important parce que j'ai été victime moi-même de violences gynécologiques. Et c'est un truc qu'on se remet pas parce que après, quand on a de l'endométriose ou de l'adénomyose, on doit continuer à se faire examiner. Donc je trouve que c'est quand même super important aussi dans les écoles de faire beaucoup de, je sais plus comment ça s'appelle, de prévention vis-à-vis des violences qui peuvent arriver aussi avec les médecins ou quoi. Il est toujours en pratique actuellement, il va bientôt partir à la retraite, mais les commentaires Google parlent d'eux-mêmes. Et là, pour ma question, surtout en fait, comme je suis toute seule maintenant actuellement, j'ai 25 ans, j'ai mon autisme, j'ai mon endométriose et je suis auto-entrepreneuse, du coup j'ai quand même une aide de la CAF, donc l'AH. Donc pour les personnes qui ne savent pas, c'est l'allocation adulte handicapé. Et j'aurais aimé savoir, en fait, et ce que j'aurais aimé beaucoup quand on m'a annoncé que j'avais de l'adénomyose, c'était si on ne pouvait pas faire une mise en place en fait, d'un parcours thérapeutique sur un site, même sur EndoFrance ou autre, où justement on regroupe, que ce soit des gynécos safe, même par rapport à l'association, si on peut venir vers elle pour savoir comment on peut créer un parcours thérapeutique, que ce soit par exemple avec des psys. Le yoga, j'ai entendu que ça faisait beaucoup de bien en plus. J'ai commencé à le faire pour des douleurs chroniques vis-à-vis des nerfs. Et je pense que ce serait bien de faire comme un petit dossier patient en fait, sur les sites où on pourrait s'identifier et justement faire un parcours par rapport à ça qui réponde un peu à nos questions, nos douleurs si elles sont plus sur le côté, je sais pas, psychologique, pour les personnes qui ont des violences au niveau gynécologique, et, etc. en fait. Voilà.
Je suis désolée si c'était long et un peu confus. Pas du tout, et vous excusez surtout pas. Et merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup et pour votre témoignage. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, effectivement, sur la filière PACA, on est en train de mettre en place l'annuaire de professionnels qui seraient formés à l'accompagnement d'endométriose, d'accord ? Après, souvent, ce qu'on fait, c'est que quand vous contactez l'association, donc je vais parler pour EndoFrance parce que je ne sais pas comment fonctionnent les autres associations, en fonction un peu de votre feeling et de votre problématique, on va vous orienter plutôt vers tel ou tel professionnel parce que nous, on a un carnet d'adresses, entre guillemets, hein, et ce carnet, en fait, on le fait avec vos retours à vous de patiente. C'est-à-dire que si vous avez un gynéco qui a vraiment été horrible avec vous, il faut nous le faire remonter parce que nous, après, derrière, on va pas le blacklister, mais on va éviter d'orienter des patientes vers ce praticien-là, vous voyez. Donc, c'est important que la communication se fasse dans tous les sens parce que nous, pour qu'on puisse faire remonter les infos, il faut qu'on les ait. Moi, j'ai mon expérience personnelle, mais elle n'est pas suffisante. Je n'ai pas consulté tous les gynécos de Marseille, donc je ne les connais pas tous. Donc, voilà. Les choses, elles se font. On a effectivement des coordonnées de praticiens et plus on aura de monde qui sera là pour faire le relais, pour informer, que ce soit dans les structures qui accueillent, dans les professionnels qui sont bien, dans toutes ces choses-là, ça sera important de le faire. Et je reviens toujours à l'éducation thérapeutique parce que l'éducation thérapeutique, là, vous êtes encore, d'ailleurs, moi aussi, d'ailleurs, je suis encore très, très prise par toutes ces émotions, par tout ce vécu que nous avons. Le programme d'éducation thérapeutique, enfin les ateliers du moins, ça permet de libérer la parole, ça permet aussi, ça vous permet d'acquérir des outils qui vont vous aider à reprendre le dessus. C'est-à-dire que là, par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez été traumatisé, donc vous appréhendez votre rendez-vous chez le gynéco, vous appréhendez peut-être une future rencontre avec quelqu'un, vous appréhendez beaucoup de choses, peut-être même de vous projeter, d'avoir des enfants, etc. Et donc, le fait de vous retrouver en groupe avec d'autres personnes qui auront les mêmes problématiques que vous, qui les auront abordées de façon différente, ça va vous donner des petites choses, vous dire finalement, ben ouais, ok, j'ai galéré, mais il y a des choses qui sont possibles à mettre en place pour aller mieux et pour, un petit peu arriver à dépasser un certain cap. Donc, les programmes d'éducation thérapeutique qui sont référencés sur le site de l'ARS, sur le site d'EndoFrance et des autres associations, ils sont référencés. Je sais qu'à Marseille, il y en a pour l'instant 2. Il y a La Conception et Saint-Joseph. Et puis, il y a aussi sur la clinique Axiom à Aix-en-Provence. Après, il y en a d'autres, mais ils sont un petit peu plus loin. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez... Par rapport à aussi faire du lien, rencontrer d'autres personnes qui ont l'endométriose, une des choses que j'ai pu voir sur des groupes, soit des groupes Facebook, soit des groupes de mes élèves, c'est des personnes qui s'accompagnent chez le médecin aussi. Une fois pour les personnes qui ont vécu des violences, c'est très dur de retourner chez le médecin, de réavoir confiance, etc. D'avoir quelqu'un pour accompagner, ça peut être un aidant, une aidante, mais ça peut être aussi une camarade patiente. Ça peut aider à se sécuriser aussi parce que quand on est la personne qui vit la violence, c'est beaucoup plus dur de réagir que quand on voit notre ami vivre une violence et qu'on a envie de la défendre. C'est beaucoup plus dur de réagir quand on est soi-même concerné, quoi. Et du coup, d'avoir des outils comme vous disiez, c'est super important. De pouvoir prendre de la distance, c'est important. Et parfois, d'être accompagné, ça peut aider aussi, quoi. Ne pas être seul et en parler. Il y avait une question au fond. Pauline, au hasard. Une info complémentaire sur EndoBloom, il y a un mapping des centres spécialisés qui existent en France, sur lesquels, donc, ces centres spécialisés, il y a vraiment une prise en charge transversale. Donc vous allez pouvoir avoir différents médecins qui vont vous prendre en charge, et on l'a fait de telle manière. Alors on n'a pas forcément les avis, donc je ne peux pas vous dire que dans chaque centre vous aurez le bon gynéco au bon endroit, mais en tout cas c'est les centres spécialisés qui sont agréés et qui ont cette vocation à vous prendre en charge de manière transversale. Donc sur le site EndoBloom qu'on a créé, n'hésitez pas à aller voir, et on a fait aussi un listing des centres dans lesquels il y a de l'éducation thérapeutique, donc ça vous permettra de trouver de l'info. Je pense en information complémentaire. Ouais, mais puis on a discuté, et notamment ça me permet de rebondir sur notre discussion de tout à l'heure avec Madame. On a aussi construit ces tables rondes, peut-être à d'autres tables rondes, beaucoup autour de l'humain. On en discutait. On peut faire des tables rondes avec beaucoup de médical, beaucoup d'épidémiaux, beaucoup de chiffres. C'est hyper intéressant. Il y a des très bons acteurs qui font ça. On a privilégié une approche humaine, donc on est très content et on espère que pour l'instant ça vous plaît, pour vraiment faciliter et les échanges
et aussi la proximité, se donner un petit peu les contacts et les bonnes choses. Et je suis sûr que vous avez un très bon contact. Non, j'ai pas de contact. Enfin, j'ai pas là comme ça, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'examen gynécologique interne n'est pas un examen de première intention dans les consultations pour l'endométriose, et que dans tous les cas, ce n'est pas une obligation. Il faut un consentement verbalisé et qu'on a le droit de refuser. Et que souvent les signes cliniques déjà suffisent, imagerie, et l'examen interne est un examen qui peut être dans un second temps, mais qui n'est pas obligatoire. Donc il y a aussi on peut aller à une consultation sans cette crainte. Et si vous tombez sur un gynéco qui monte sur ses grands chevaux et qui vous dit ah non, mais il faut le faire et tout, vous levez, vous partez. Sans payer. Sans payer. Et c'est parce que c'est inadmissible, en fait. Donc, la loi, elle est très claire. Hein. Donc, effectivement, faire savoir et connaître ça. On va avoir une question aussi debout. Et puis se faire accompagner, je trouve qu'effectivement, l'idée peut paraître toute simple, toute bête, mais je pense qu'elle est très importante là-dessus, de ne pas être seul, et notamment seul au rendez-vous, notamment pour éviter ça. Je voulais parler de mon rapport avec le psychologue. Du coup, j'ai eu un super contact qui m'a aidé du coup déjà à me sentir mieux et à reprendre confiance en moi et à ressortir. Mais aussi, elle m'a aidé à rechercher les bons professionnels. Elle a fait une recherche active, elle m'a vraiment aidée activement. Elle était sur Internet en même temps que moi pour me mettre en lien avec les bonnes associations. Enfin, elle était vraiment présente pour ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle était parmi les psys du gouvernement pour les étudiants, mais en tout cas, elle a essayé de chercher les professionnels qui soient les mieux pour moi au niveau aussi financier et qui puissent me correspondre. Et du coup, je pense que les psychologues peuvent vraiment aider, même en première attention, parce qu'ils peuvent nous diriger, être le lien nécessaire et à l'écoute et en douceur, quoi. Donc vraiment, moi, le psychologue m'a vraiment beaucoup aidé. Et j'ai eu le droit à ces 8 séances gratuites pour les étudiants. Et ensuite, on a refait 8 séances remboursées par la Sécu. Et je pensais que c'était tous les psychologues qui acceptaient, mais je ne suis pas si sûre maintenant. Je pensais. Oui, dans le cas de l'endométriose, c'est un des cas où moi, je suis amenée à être le plus donneuse d'informations. En tant que psychologue, en général, je reçois de l'information et j'accompagne la personne à développer son discours et à aller explorer en elle-même. Pour le cas de la maladie, je sais à quel point c'est important de savoir, quoi. De savoir à la fois les ressources et les options qu'on a, et à la fois vers qui s'orienter, et puis les droits aussi. C'est ça, en fait. Les moments où je serai amenée à donner de l'information, c'est quand je vois que quelqu'un ne connaît pas ses droits, ne connaît pas ses options, et a besoin d'être guidé pour trouver des bons accompagnements, quoi. D'ailleurs, en parlant de droits, alors c'est vrai que c'est une partie que les gens ne connaissent pas. Pour rebondir sur le rôle des RU, il y a une association qui s'appelle France Asso Santé. Donc ici en PACA, on a France Asso Santé PACA. C'est une association qui regroupe plusieurs associations de patients, dont EndoFrance, EndoMind et d'autres associations de d'autres pathologies. Et ils ont une ligne qui s'appelle Infodroit Santé. C'est une ligne qui est gratuite, où il y a des juristes et des avocats qui répondent à vos questions juridiques par rapport à la santé. Donc si vous avez vécu des violences gynécologiques, si vous avez vécu certaines choses par rapport à votre boulot, du harcèlement ou des choses comme ça, eh bien eux, ils seront en mesure de vous aider, quelle que soit votre situation, que vous soyez étudiant, que vous soyez professionnel, que vous soyez libéral. Enfin voilà, ils ont vraiment cet accompagnement, donc c'est sympa de le savoir, et c'est vrai qu'on ne communique pas beaucoup sur ces choses-là. Et il faut savoir que du coup, les personnes qui sont bénévoles sur cette association, qui regroupe d'autres associations, ils sont présents dans les hôpitaux. À chaque fois que vous êtes hospitalisé, en fait, vous avez des représentants des usagers qui sont titulaires sur les établissements et que vous pouvez aller consulter en cas de problème lors de votre consultation ou lors de votre hospitalisation. Donc voilà, c'est un petit aparté. Merci beaucoup. Il va y avoir une question au fond. Juste entre-temps, je me permets juste de reprendre 2 chiffres. Hein. Depuis ce matin, on dit 10% minimum des femmes qui souffriraient d'endométriose, et vous avez 45% des femmes atteintes d'endométriose qui déclarent que la maladie a un impact psychologique très important. C'est un chiffre d'EndoFrance. Donc voilà, si vous ramenez ça à la population globale, sur quelle autre pathologie vous accepteriez en tant que société d'avoir un impact psychologique aussi fort, et quelque part aussi peu de mobilisation, si ce n'est par l'associatif. Au fond, c'est monsieur.
Bonjour. Donc, je voulais simplement apporter un témoignage, alors qui a peut-être dézoomé sur tout ce qui a pu se dire là, mais qui est intéressant parce que le gap que je constate entre ce que je perçois maintenant dans l'endométriose et ce que je pouvais en percevoir dans des années antérieures, et notamment durant mon adolescence, c'était assez intéressant. Enfin, je vais partager cette observation. Il s'avère que quand j'étais collégien, un garçon assez immature, bon, enfin collégien quoi, j'étais toujours... J'étais surpris parce qu'on avait le droit, bien sûr, d'aller à l'infirmerie et c'était généralement le délégué de classe qui était chargé de cette mission d'accompagnement. Et quand je voyais des jeunes filles partir, demander à aller voir l'infirmière, j'étais là, tiens, quelle chance, visiblement, ça relève de la normalité, et puis bon, c'est limite un passe-droit pour pouvoir s'échapper quelques minutes d'un cours. Et cette perception-là, elle était... Alors, bon, par-delà ce regard un peu biaisé, sûrement que j'aimais pas trop les cours, j'imagine, mais je me disais, bon, c'est la normalité, et s'il y a une réalité derrière, en effet, ça relève de quelque chose aussi évident que tu enfanteras dans la douleur, ou enfin, les règles douloureuses, c'est comme ça. Et bon, ben, j'ai reçu une bonne éducation, j'ai fait des études supérieures, je suis plutôt ouvert sur le monde, mais je me dis que si la prise de conscience que j'ai eue personnellement de la compréhension des phénomènes, justement de tous ces symptômes et du mal-être qui est derrière, je l'ai eu quelque part très tardivement, hein, je vais bientôt être quinquagénaire, je me dis qu'il y a énormément de travail à faire en fait sur la diffusion de ces repères en fait, qui relèvent de l'altérité. On parlait d'autisme, je pense qu'autour de nous, il y a des gens qui embarquent des phénomènes qui relèvent de la santé, de la maladie, et qu'on ne voit pas, en fait, qu'on peut trouver étranges ou auxquels on n'arrive pas à associer de réalité interne, parce que l'empathie, elle a ses limites. Donc je pense qu'il faut... Je suis très heureux d'être à cet événement, et j'avais assisté à un événement similaire à Bastia l'année dernière. Et ce qui me touche, d'abord, c'est ces vérités qui sont très douloureuses à entendre et à vivre, donc, puisque c'est vrai qu'on les ressent aussi, mais c'est tout le travail de connexion qu'on est en train de faire. Et puis après, bien sûr, de communication une fois qu'on sera en dehors. Et parce que c'est vrai que si l'entourage, si le premier cercle qui entoure la personne qui vit ça peut décoder, comprendre avec sincérité ce qui se passe et faire en sorte, enfin, tout faire pour l'aider à se connecter, à pouvoir réaliser un bon diagnostic, poser des mots sur une réalité, c'est quel soulagement, quoi. Parce que quand on vous dit ah, mais c'est dans ta tête, ou oh là là, mais prends Dolly, c'est fini. Je veux dire, c'est dur, ce décalage qu'il peut y avoir entre l'émetteur et le récepteur. Donc voilà, je suis la preuve vivante qu'il y a du travail à faire, mais il faut le faire, et je pense que c'est pas tellement autour de l'éducation sexuelle ou autre, parce que c'est peut-être généralement, on y associe d'autres choses, mais ça serait presque des cours d'altérité, expliquer qu'il y a autour de nous des phénomènes qui nous semblent semi-visibles, on va dire, et il faudrait leur rendre toute leur tangibilité. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Enfin, je ne sais pas si vous voulez rebondir, quelqu'un veut rebondir dessus. Oui, je ne sais pas si vous avez vu, ça a beaucoup tourné, il y a une vidéo de députés qui testent les appareils là, qui donnent les douleurs de règles. Et j'ai l'impression que quand on voit des hommes avoir mal, on les croit beaucoup plus facilement. Parce qu'on a l'habitude des femmes qui disent qu'elles ont mal. Et que du coup, on a l'habitude de dire, ben oui, bon, elle doit exagérer, etc. Et en effet, c'est une question aussi d'apprendre l'empathie. Ça s'apprend, c'est vrai. Ça s'apprend la compréhension de l'altérité. Ça s'apprend à croire en les expériences des autres. Et ce genre de vidéo, c'est dommage qu'il faille ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça visibilise beaucoup plus. En effet, on n'invente pas du tout, c'est des douleurs qui sont invalidantes et que ces messieurs n'auraient pas pu travailler avec ces douleurs-là que beaucoup de personnes ont au quotidien, quoi. J'ai l'impression que c'est un travail de visibilisation qui est très important, quoi. Question au fond. Bonjour. Bon, je suis très gênée, je n'ai pas trop l'habitude de parler devant le public, mais je me trouve que c'est important. Donc j'ai l'impression qu'on est tous quand même confrontés à quelque chose qui nous a plus ou moins traumatisés, plus ou moins qui nous a sensibilisés, et qu'on se trouve tous à la recherche d'informations, parce que l'information ne vient pas facilement à nous. Et je trouve que depuis l'endométriose qui a été diagnostiquée chez moi en 2011,
On est en 2024 et je trouve que la progression est assez lente et bien trop lente. Et je vois ces jeunes qui sont à peu près dans la même situation dans laquelle j'étais à leur âge, pratiquement. Donc je trouve que c'est assez triste quand même de voir ce manque de progression et de reconnaissance surtout. Ce manque d'information où nous devons tous aller chercher justement les bons docteurs à droite à gauche, les dépenses financières aussi, psychologue, kinésiologue, yoga. Enfin, pourtant, je suis moi-même, je gagne bien. Enfin, bien. Je suis enseignante, donc j'ai un salaire correct. Mais c'est un gros budget par mois pour essayer de surmonter le traumatisme psychologique, physique. Si vous n'avez pas forcément la direction qui vous suit, ben vous passez un peu pour une paria. Enfin, il y a quand même tout un tas. Enfin, je ne comprends pas qu'en 10 ans, on ait si peu progressé. Pardon, c'est peut-être pas intéressant de dire ça, mais je vois que la progression est bien trop lente et je suis contente quand même que pour ces jeunes étudiants, il y ait quelques petites actions. Et encore, je trouve que c'est assez minime. Aujourd'hui, vous parlez de sensibiliser des collégiens. Je suis moi-même enseignante, donc j'entends cette maman-là qui, elle, a l'air déterminée, et heureusement. Qu'est-ce qui peut faire que nous aussi, qu'est-ce qui peut rendre légitime justement une sensibilisation dans un établissement où moi, par exemple, l'infirmière a été dégagée il y a 10 ans et ils ont eu maintenant tout juste un coin bobo, c'est-à-dire en gros, on appelle vite les parents pour qu'ils viennent les chercher, parce qu'on ne veut pas justement mettre de médical dans un milieu scolaire. Qu'est-ce qui rend légitime peut-être une sensibilisation pour ces petits, enfin, qui peut intervenir auprès de ces enfants? Parce que vous voyez, il y a des gens qui veulent bien, justement. Enfin, moi, je suis prête à faire bouger un peu les choses dans l'éducation privée, mais qui peut venir ou qui est légitime de parler? Parce que là, je vois qu'il y a maintenant des patientes expertes, forcément, enfin, je ne savais pas que c'était possible, mais est-ce que, par exemple, un simple enseignant qui a vécu 10 ans d'endométriose et 6 opérations peut légitimement se dire « je vais sensibiliser mes élèves » et qui lui donnerait l'autorisation? Alors, on a un agrément, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Voilà. On a un agrément, on est formé, on n'est pas psychologue, je ne remplacerai jamais un psychologue, mais par contre, on est formé à l'écoute active. Enfin, on est quand même, on ne fait pas les choses n'importe comment. Tous nos bénévoles sont formés pour pouvoir parler correctement des lésions d'endométriose et de ses conséquences. Donc, quand vous souhaitez une intervention, si vous connaissez d'autres professionnels comme vous, si vous souhaitez une intervention, vous contactez l'association. Il faut bien évidemment que vous ayez l'autorisation de vos responsables, parce qu'on ne va pas venir comme ça se pointer si vous n'avez pas l'autorisation. Et en fait, ça se fait comme ça. C'est-à-dire que là, au niveau de la sensibilisation, on est contacté par soit l'infirmière du collège, ça peut arriver, c'est rare, mais en général, ce sont des parents qui vont venir nous dire, voilà, est-ce que vous pouvez faire quelque chose dans l'établissement? Et après, donc du coup, on va essayer de voir si on peut mettre les choses en place par rapport à l'infirmière, s'il y en a une, parce qu'il y a des établissements qui ont encore des infirmières scolaires. Mais il faut vraiment qu'on ait l'autorisation de l'établissement. Il faut que les parents se soient mis en amont d'accord avec les responsables pour qu'on puisse intervenir. On ne peut pas venir comme ça de notre propre chef. Mais à partir du moment où il y a toutes les autorisations, qu'on a les bénévoles qui sont là sur le terrain, parce qu'on manque aussi de bénévoles. Il faut savoir qu'en région PACA, on est 3. On est 3, sachant que moi, je ne suis pas sur le terrain. Oui, mais c'est certainement parce que ça prend peut-être beaucoup de temps, c'est ça, par rapport à... Enfin, c'est difficilement conciliable avec une vie professionnelle. Non, oui, mais si on était plus nombreuses, vous voyez ce que je veux dire, si on se dispatchait chacune, y en a une qui fait tel événement à Marseille, l'autre qui va à Aix, l'autre qui va au Bagne, etc., ce serait beaucoup plus facile. Mais là, du coup, c'est pour ça que je vous dis, moi, l'année dernière, ça m'a pris un mi-temps. Et quand je vous dis un mi-temps, c'était un vrai mi-temps. Quand j'ai compté mes heures, j'en revenais pas, parce qu'après, on est obligé de rendre des comptes à l'ARS pour avoir les agréments. En tant qu'association, j'ai fait un vrai mi-temps. Heureusement que je suis en invalidité et que j'ai du temps. Oui, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est pas conciliable avec une vie professionnelle à 100%. Quoi. Alors après, effectivement, si on a des gens qui souhaitent s'engager, là, je lance un appel parce qu'on a besoin de bénévoles. Il faut savoir qu'après, c'est un investissement, mais vous pouvez dire non aussi. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que quand la présidente va vous proposer un truc, vous allez dire non, je ne peux pas. Et voilà, c'est tout. Vous avez le droit de refuser, de ne pas être dans tous les événements, mais à partir du moment où on est plus nombreuses, on peut déjà se reposer les unes sur les autres. Parce que là, du coup, nos bénévoles s'épuisent parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Oui, mais vous avez une formation de base quand même à faire, c'est ça, avant de devenir bénévole? Je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. Pardon, j'ai dit, il y a quand même une petite formation apparemment que vous proposez avant de pouvoir intervenir auprès du public. Quoi. Oui, voilà, oui, parce que
comment vous dire, en fait, il y a tellement de fausses croyances par rapport à l'endométriose, il y a tellement d'informations qui circulent et pas forcément que des bonnes. On préfère faire un point, donc je veux dire, on vous forme quand vous arrivez, on forme les bénévoles sur la physiopathologie pour bien expliquer les mécanismes de l'endométriose. Il y a des choses à dire et à ne pas dire. On doit rester très neutre au niveau des croyances pour ne pas influencer dans un sens ou dans un autre. Quand il s'est passé des violences, qu'on nous fait remonter, effectivement, de les prendre en compte et de les faire remonter plus haut, sans porter non plus de jugement, parce qu'on est censé quand même être voilà, pas neutre, mais on va prendre le parti de la patiente. Mais voilà, on se doit d'être carré dans ce qu'on fait, parce qu'on est obligé d'avoir un cadre légal, de ne pas faire n'importe quoi. Donc effectivement, on est obligé de former nos bénévoles. Et c'est normal, je veux dire, c'est... Voilà. Oui, oui, oui. Ça commence, c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, bon là en Endobloom, ils ont commencé à faire des choses eux aussi, ils vous ont mis sur leur site pas mal d'informations. Nous au niveau d'EndoFrance, si vous allez chercher un peu sur notre site, il y a quand même pas mal d'informations. Ça commence, c'est pas encore ça, mais le problème c'est que je vous dis, c'est que voilà, les bénévoles pareil qui s'occupent de gérer le site internet, c'est des bénévoles. Voilà, donc on peut pas. Non mais je sais. Pour rappel aussi global, et si je ne dis pas de bêtises, il y a 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle qui sont prévues au lycée, en tout cas de prévention, et au collège, qui ne sont jamais tenues, les 3 faute de moyens, ou alors dans des établissements sur lesquels il y a des personnels dynamiques et motivés et qui dégagent du temps. Et malgré ça, il y a le rôle du chef d'établissement. C'est-à-dire vous pouvez parfaitement avoir une infirmière ou un infirmier particulièrement motivé qui va effectivement sur une structure qui est labellisée pour pouvoir intervenir. Mais derrière, il y a aussi une volonté qui dépasse celle du personnel infirmier en soi, ou même des parents, puisqu'il y aura potentiellement aussi un blocage au niveau du chef d'établissement. Donc, et comme on le disait ce matin, il y a besoin d'entraîner un collectif extrêmement large sur cette démarche-là, et besoin aussi à minima de faire circuler l'information. Je suis désolé, sauf si vous avez un dernier mot à rajouter. Oui, juste un petit, je viens de penser à un truc. Là, on a créé une bande dessinée qui s'appelle L'endométriose de Clara, qui est adressée aux adolescentes. Et c'est vrai qu'on pour l'avoir au CDI pour les collégiennes ou les lycéennes, ça peut être pas mal, quoi. C'est un ouvrage qui est assez facilement trouvable. Je ne sais pas pour le financer, voilà, mais je pense que ça peut être sympa aussi. Rien que ça peut laisser une porte d'entrée aux jeunes filles. Voilà. Et je vais finir aussi sur une note positive, parce que tout à l'heure, je me suis un peu, excusez-moi, un petit peu, voilà. Et après, quand on arrive à dépasser tout ça, on peut rebondir comme il faut. Et moi, j'ai refait ma vie depuis. J'ai 2 magnifiques enfants. Et malgré, on va dire, pratiquement 35 ans d'endométriose, et ben voilà, je le vis bien, et du coup maintenant j'aide les autres, et je pense que de ces difficultés qu'on a pu traverser, il faut qu'on se serre les coudes, et il faut qu'on en fasse quelque chose de positif et de constructif. Merci beaucoup pour cette note positive et ces témoignages. On se laisse, si vous le voulez, 5 minutes, histoire de reprendre un peu l'air, et on se retrouve pour la dernière table ronde de la journée. Merci beaucoup.